Bonjour à tous et bienvenue dans Des chevaux et des hommes. Pour ce 3e numéro, on va aborder un thème qui nous tient tous à cœur et qui vous tient à cœur, j'en suis sûr, le bien-être du cheval. Ce bien-être, on en entend beaucoup parler, la Fédération équestre internationale en fait une priorité, mais ce bien-être est-il compatible avec le sport de haut niveau, là où l'on recherche toujours plus de performance? Pour en parler, nous sommes sur le jumping de La Baule, sur le CSIO français, pour être au plus près du sport et des acteurs qui font notre sport. Et autour de moi, deux invités autour de cette table. Richard Corde, bonjour. Bonjour. Alors Richard, vous êtes directeur de la clinique vétérinaire de Grosbois, vous êtes aussi vétérinaire FEI, vous officiez ici sur ce jumping baulois. D'abord, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Bon, rien à signaler pour l'instant en tout cas. Et en face de vous, Luca Maria Moneta. Bonsoir Luca. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Luca, vous êtes évidemment membre de l'équipe italienne de saut d'obstacle. Vous avez déjà gagné la première étape de la Coupe des Nations, c'était à Lumène. Alors d'abord, bravo. Merci. Et comment vont vos chevaux ici? Est-ce qu'ils sont bien arrivés à La Baule? Est-ce que tout va bien dans les box? Oui, magnifique. Mon cheval est très content de venir là-bas. Pourquoi c'est le seul concours que tu as la possibilité de sortir de la VFA, d'aller à promener sur la mare. J'aime beaucoup ça. Je crois que pour les chevaux, c'est fantastique. C'est une grande chance. Ah, justement, ça fait peut-être partie de ce bien-être que l'on recherche chez les chevaux de haut niveau. Alors, messieurs, d'abord, quelles sont les contraintes aujourd'hui du haut niveau? Parce que, on le disait, c'est de plus en plus exigeant, il y a de plus en plus de compétition. Quelles sont les principales contraintes, Richard, d'abord, pour un cheval qui va tourner beaucoup toute l'année au plus haut niveau? Les principales contraintes sont des contraintes d'un athlète de haut niveau, tel qu'on peut l'entendre comme chez l'humain. Donc il va être soumis à un entraînement, on va dire, plus qu'intense, à des voyages, à des conditions on va dire, de vie en boxe qui sont parfois assez difficiles pour lui. Donc voilà, c'est tout un ensemble à la fois de conditions d'entraînement et de conditions de vie. C'est difficile, Luca, justement, de garder un cheval bien dans sa peau, bien dans sa tête quand on fait du haut niveau. Vos chevaux tournent beaucoup en compétition. Est-ce qu'il faut faire attention au programme? Oui, c'est sûr que pour les chevaux, c'est beaucoup mieux de rester auprès et de ne pas faire le sport. Ça, c'est clair. Tu fais le sport, tu as la responsabilité d'essayer de faire le sport le moins mal possible. Et alors, c'est très important pour moi d'essayer d'avoir un bon équilibre entre la tête, l'émotion, le stress et le physique des chevaux. Et ça, pour moi, il marche très bien quand tu peux donner à les chevaux des intervalles training, des périodes de repos, et après des périodes où tu fais un peu plus de compétition. Et aussi quand tu fais de la compétition, de ne pas être toujours au maximum de l'essai. Pas toujours les pousser dans l'effort. Oui, excusez-moi mon français. Mais non, c'est très bien. D'essayer d'avoir une programmation que tu dis, ok, je prends 7 chevaux, j'arrive avec une bonne condition physique. La tête, je ne force pas l'épreuve, je laisse sauter. Et après, je sais que j'arrive en 2 mois, 3 mois à faire l'épreuve plus importante. Et après l'épreuve plus importante, quand tu es arrivé à ça, tu donnes aussi le cheval un peu de repos mental. Pourquoi elle ne peut pas faire l'athlète 12 mois et continuer? Pourquoi elle ne peut pas arriver avec le physique, avec la tête, pour moi? Quels sont les principaux problèmes qu'on peut rencontrer justement si on va tirer comme ça un petit peu trop sur la corde et pas respecter vraiment un programme avec des échéances? Est-ce que ça arrive encore d'abord? Parce que le haut niveau a évolué. Est-ce qu'on fait de plus en plus attention aujourd'hui à tout ça? Oui, je pense que d'abord les choses sont très entourées. Il y a des vétérinaires d'équipe, les vétérinaires des chevaux eux-mêmes. La pathologie, c'est une pathologie classique de l'athlète de haut niveau, qu'elle soit tendineuse, articulaire. Donc c'est de la traumatologie. Et on a une autre pathologie aussi qui est importante, c'est la pathologie respiratoire. Ces chevaux-là sont dans des conditions qui sont très variables, de climat, de poussière. Et donc ils sont assez sensibles à tous ces allergènes et tous ces germes qu'ils peuvent rencontrer puisque ces chevaux voyagent beaucoup. Alors justement, les chevaux passent en indoor, en outdoor, parfois ils font les deux même en l'espace de 1 mois ou 2, on revient en extérieur, on repart toujours en intérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien finalement pour les chevaux ça, ou est-ce qu'il faudrait faire vraiment une partie hivernale, vraiment une partie outdoor comme on commence la saison d'ailleurs maintenant?
Ouais, je pense que l'alternance indoor-outdoor, elle est quand même assez faible dans la saison. Après, les conditions indoor sont parfois bonnes et parfois catastrophiques. Tout dépend dans quelle ville on se trouve, dans quel degré de pollution on a. Et outdoor, c'est sûr que c'est plus agréable, je pense, pour le cheval. Maintenant, on est aussi concerné par tous ces problèmes de printemps, de libération d'allergènes, de pollen, et les chevaux sont particulièrement sensibles à cet aspect-là. Alors vous, Luca, est-ce que justement vous faites intérieur, intérieur, vous changez tout le temps ou ça fait partie des choses auxquelles vous faites attention? D'abord, je crois que tu ne peux pas généraliser. Alors, je crois que tu as besoin d'être très attente à ton cheval. Et tous les chevaux n'est pas la même. Alors, tu as des chevaux qu'il aime beaucoup, par exemple, de connaître très bien qu'est-ce qu'il va faire. Pourquoi il a besoin de prendre la confiance, par exemple, avec les concours au début de la saison et de faire des petites épreuves. Et alors, un cheval comme ça, tu ne peux pas changer indoor-outdoor assez vite. Et la même chose avec les voyages. Tu as des chevaux qui voyagent très bien. Pourquoi dans la tête, il est calme, il a beaucoup de sang, il a un bon physique. Et des autres chevaux qui viennent être très fatigués après les voyages. Et alors, dans la programmation des concours, tu as besoin de réfléchir aussi à ça. Pas seulement les gagnes de l'épreuve et les sports pour toi, mais tu as besoin de réfléchir, de dire avec ces chevaux, c'est mieux de faire l'épreuve doucement au début de la saison. Avec ces chevaux, je peux changer beaucoup, mais quand ils ne voyagent pas bien, alors je fais les voyages un peu plus tôt pour donner plus de repos après. C'est important. Je crois que tu as besoin d'écouter beaucoup, pas d'avoir trop de rôles précises, pourquoi c'est difficile, ce n'est pas les mêmes chevaux. Alors, vos chevaux de haut niveau sont toujours en mouvement, toujours dans des endroits différents sur les concours. Finalement, ils passent peut-être parfois plus de temps dans les écuries de concours qu'à la maison. Dans les écuries de concours, qu'est-ce qui est primordial, justement pour que les chevaux se sentent bien partout là où ils sont? Et là, je vous pose la question à tous les deux, parce que je pense que vous êtes tous les deux sensibles à ça. Luca? Pour moi, c'est très difficile pour un cheval de faire le concours hippique. Pourquoi? Il a beaucoup de limites. Par exemple, pour mon cheval, je demande beaucoup quand je vais à un concours. Pourquoi? Il n'a pas la possibilité d'être ensemble après, d'être dehors. Et normalement, dans la vie, à la maison, il sort toujours. Et ça, c'est déjà une chose très difficile. Et après, les voyages, les camions, c'est une catastrophe, les chevaux. C'est très important quand tu roules de connaître très bien la chance de t'arrêter, plus de place, pourquoi peut-être que tu trouves des trafics. Je crois que quand les chevaux roulent 10-12 heures, c'est déjà beaucoup. Tu ne peux pas, pourquoi c'est un accident, continuer à voyager. Et aussi, de donner à les chevaux la possibilité de sortir en promenade comme ça, c'est magnifique. Quand tu fais les concours, je sais pas, à Fontainebleau, ici, c'est un rêve pour les chevaux. Quand tu vas faire des concours comme... c'est plus difficile dans les palais, en indoor. Monaco, tu sais, oui. C'est un peu plus difficile, mais c'est aussi un sport qui a besoin de faire des spectacles. Alors, il paye les prix. Et après, il rentre à la maison, il fait une semaine et plus de près, et tu fais un peu comme ça. Richard, qu'est-ce qu'il faudrait de plus finalement dans ces écuries de concours? Est-ce qu'il manque des choses aux chevaux pour qu'ils soient vraiment très bien? Je pense que dans cet univers sportif, c'est un petit peu utopique d'espérer qu'on puisse avoir des paddocks, des prés, des balades en forêt, à part quelques endroits effectivement spécifiques. Comme la Baule, puisque à la Baule, il est possible d'aller se promener sur la plage, ce qui est absolument génial. Comme peut-être aussi Fontainebleau, où on peut aller un petit peu balader en forêt. On reste dans un univers qui est clos, malgré tout, pour la sécurité des chevaux et des cavaliers. Donc on ne peut pas imaginer non plus que ça fasse 150 hectares, clos du public, clos d'éventuelles interventions inopinées. Donc on est quand même dans un régime qui est un peu restrictif. Alors maintenant, on a fait beaucoup de progrès, on va dire, sur les box. On a augmenté la taille des box dans les concours. Il y a des règles FEI. C'est 3,5 m sur 3,5 m. Donc si on peut avoir des plus grands box, c'est toujours bien. Et après, il faut avoir de la place après. Voilà, il y a un problème de place, il y a un problème de coût aussi. À la Baule, on a des box en dur. Il y a beaucoup d'endroits où les box sont des box temporaires. Qui sont sûrement un peu moins confortables. Après, il y a des problèmes d'ensoleillement, de ventilation, etc.
Bon, les organisateurs sont, on va dire, très préoccupés par l'environnement du cheval. Malgré tout, il faut des gros moyens. Vous êtes d'accord, les organisateurs font attention? Oui, absolument. Autrement, elle ne fait pas le concours l'année après. Pourquoi? Tous les cavaliers, elle est très sensible à ça. Alors, si tu fais un concours que c'est pas très bien organisé pour les chevaux, l'année avant, il ne peut pas avoir de clients. Et aussi, la fédération, il fait toujours, il demande à les cavaliers, pas à tout le monde, mais beaucoup un petit peu de cavaliers, ils demandent qu'est-ce que tu penses, c'est pour les chevaux les bien, c'est les box là aussi suffit d'air, ou c'est les... Vous avez votre mot à dire. Oui, alors si tu n'organises pas bien, tu ne peux pas organiser. Après, je crois que tout le monde qui organise les concours hippiques, il fait aussi pourquoi il aime les chevaux, alors il essaie de bien organiser. Alors on va quitter les écuries de concours pendant quelques instants. On va maintenant aller voir les écuries maison, puisqu'un label a été mis en place par la fondation Hippolia. Alors c'est un label qui ne concerne pas toutes les écuries françaises, vous allez le voir. Ce label, il s'appelle Écuresse et il faut répondre à des normes bien précises. Regardez ce reportage et on se retrouve juste après. Pour certaines structures normandes, le bien-être du cheval est une réalité. Un nombre croissant d'entre elles sont labellisées Écuresse. Un label créé par le Conseil des chevaux de Basse-Normandie qui atteste que chez ces professionnels, le bien-être du cheval et l'éco-responsabilité sont au centre de leurs préoccupations. La grille bien-être du label Écuresse a été développée donc, en partenariat avec des vétérinaires équins et donc aussi moi-même pour le côté comportement du cheval. Et c'est vrai qu'on a essayé de prendre dans l'ensemble tout ce qui pouvait avoir trait à améliorer le bien-être du cheval. Au haras de la Barbotière, dans le pays d'Auge, on élève des trotteurs en faisant attention à ce que cela reste à échelle humaine, ou plutôt cheval. Suivre des gros lots de poulinières, 10, 15 juments dans le même champ, moi je ne suis pas d'accord, je suis contre ça. J'aime pas cette manière de fonctionner, puisque derrière, par expérience, on favorise des frais vétérinaires. On a des petits pépins physiques, on va avoir des juments qui vont se taper ou des poulains. Respecter la nature profonde du cheval est également un principe cher à Xavier Martin. On construit des stabulations de manière à ce que nos chevaux vivent dehors en permanence. Donc là, c'est des grandes stabulations de 4 mètres sur 5 mètres, bien orientées évidemment. Et puis les chevaux, ils ont accès à l'eau, ils ont leur foin tous les jours, on les nourrit matin et soir et ils vivent dehors. Chez Richard Poel, au haras du lieu des champs, les chevaux profitent de conditions exceptionnelles. Également labellisé Écuresse, Richard Poel met un point d'honneur à protéger les chevaux et les hommes qui s'en occupent. La douche et la soufflerie sont sécurisées. Ventilateurs, brumisateurs et parcs à l'entrée des parcelles ont été installés pour attraper les juments suités et leurs poulains. Passé un certain point, seules les voiturettes électriques sont autorisées. Il ne faudrait pas déranger la tranquillité des pensionnaires. Richard Poel le reconnaît volontiers, cela représente un coût. Mais des brouillards, il assure que tout ce qu'il a mis en place a été récupéré ou acheté d'occasion. Au pôle international de Deauville, lui aussi labellisé, Bertrand Le Barbier fait du bien-être du cheval la condition sine qua non pour que les résultats sportifs soient au rendez-vous. Les box au pôle international du cheval de Deauville ont l'avantage d'être grands, ils font 3,50 par 3,50. Toutes les écuries sont très lumineuses. L'avantage aussi des box, c'est qu'ils ont tous une fenêtre ou bien un Velux. Ils sont vidés intégralement et entièrement une fois par semaine, repaillés une fois tous les 2 jours. Et ensuite, l'ensemble du personnel est très attaché justement à la propreté au quotidien des fourrages. Donc les box sont faits tous les jours. Et en matière d'alimentation, c'est open bar pour les chevaux. Nous, c'est à volonté le foin, des repas nutritionnels vraiment très spécifiques pour chaque cheval, en fonction de son énergie, en fonction du niveau, pour trouver un équilibre physique, mental, qui soit très adapté pour qu'il puisse être le plus performant possible. Le label Écuresse n'est pas obtenu par hasard, ni un phénomène de mode, ni un plan marketing. C'est un sérieux gage de qualité et l'assurance de voir des chevaux évoluer au milieu de personnes qui n'ont pas oublié qu'ils sont la plus noble conquête de l'homme et non pas un animal au service de leur passion ou de leur portefeuille.
Alors on l'a vu, des conditions idéales, beaucoup d'air, beaucoup d'aération, des grands box, une nourriture adéquate, on fait les box tous les jours. Est-ce que ça fait partie de la réalité justement dans les écuries, Richard? Ou est-ce que c'est encore une fois un peu utopique, comme ce que vous disiez tout à l'heure? Non, dans les écuries de sport, de concours, il est certain que les grooms sont très attachés à ce que les box restent très propres. Ils font attention également à la litière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup maintenant de litières copeaux. Alors les copeaux, c'est pareil, il y a toutes les qualités. Donc on essaye quand même d'avoir les copeaux de la meilleure qualité possible. Et ça, les organisateurs, j'espère qu'ils s'y tiennent. Ensuite, l'air, c'est bien à la Baule parce que c'est l'air de la mer. Oui, là on en a de l'air, il n'y a pas de souci. Ailleurs, c'est parfois plus difficile. Et notamment en indoor. Notamment en indoor, effectivement. Alors, Luca, on parlait aussi de vos écuries en Italie. Vos chevaux vivent dans des conditions qui ne sont pas du tout comme celles que l'on trouve dans beaucoup d'écuries de concours. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe justement pour vos meilleurs chevaux à la maison. Je crois qu'un cheval pour faire le grand sport, il a besoin d'être très content et d'être très équilibré dans le mental et dans l'émotionnel. Alors il a beaucoup de stress en concours. Alors j'essaie à la maison de donner la possibilité d'élever le stress et d'avoir une bonne condition mentale. Et j'essaie d'avoir tout mon cheval de concours, qu'il soit beaucoup de temps et reste dehors. Dehors, ça veut dire vous les laissez au pré ou dans les paddocks ou... Au pré, dans les paddocks. Et dehors, le temps est très très mauvais. Et après, j'essaie d'avoir des chevaux qui s'aiment. Et qui s'entendent bien entre eux. S'entendent bien, ouais. Excusez-moi. Ouais. Et comme ça, je mets 2, 3, 4 chevaux ensemble. Et ça, c'est mieux pour les chevaux. Pourquoi tout seul, les chevaux, ils ne se rigolent pas trop. Et après, j'essaie aussi de travailler les chevaux et de travailler aussi beaucoup le mental, pas seulement le physique. Alors oui, je fais des dressages, je fais des trainings pour les compétitions. Mais quand je suis avec un cheval qui a compris les jeux, après il n'a pas trop besoin de faire ça. J'essaie plus de faire des choses différentes. Je fais un peu d'éthologie, je fais un peu des choses différentes. J'essaie de faire qu'à la maison il a des vacances, et un concours il fait... Le travail en concours. Richard, c'est assez atypique quand même comme comportement avec ces chevaux de concours, ces chevaux de Grand Prix qui ont toujours été très chouchoutés, qui sont presque parfois trop mis dans du coton, ou finalement c'est bien de fonctionner comme ça, de laisser les chevaux s'exprimer, laisser les chevaux... Je pense que c'est une approche qui est intéressante, mais qui n'est pas si nouvelle que ça. Elle est peut-être nouvelle dans le monde du concours hippique, effectivement. Mais si je prends une autre discipline que je connais bien, le trot, ça fait bien plus d'années qu'on pratique ce type d'environnement avec les paddocks, avec les sorties dans les bois. Un gros bois par exemple, les chevaux sont souvent promenés l'après-midi, après le travail. Donc effectivement, il faut que le cheval sorte un peu de son univers, on va dire, pas carcéral, mais presque, et qu'il puisse, avec ses congénères, comme vous le dites, le cheval n'est pas un animal qui est individuel, c'est un animal grégaire. Donc il est important pour lui d'avoir ses contacts. Il a besoin d'avoir un troupeau, d'avoir ses potes, oui, entre guillemets, avec lui, quoi. D'avoir du contact. Et est-ce que finalement, vous avez l'impression que dans le concours hippique, et là, pareil, Luca, est-ce que vous voyez des chevaux qui ont l'air tristes ou malheureux, qui mériteraient justement d'avoir un peu plus de contact avec les autres? Tu as demandé à moi? Oui, oui. Non, je crois que tout le monde essaye de faire bien pour son cheval. Je crois que peut-être que le monde il a un peu de stress d'essayer de donner à les chevaux un peu plus de liberté. Pourquoi tu sais, tu ne peux pas prendre un cheval qui n'a pas l'habitude d'être dehors et libérer dehors, tu es fort, il va se casser, il va avoir un accident. On a peur de ça quand on a les meilleurs chevaux du monde qui sont ici. On se dit oh là là, il va aller se blesser au paddock. Vous n'avez jamais peur? Si tu fais ça quand il est jeune et tu continues,
le cheval il est né en liberté, alors il n'a jamais un accident. Et aussi, c'est un nouveau cheval, tu as besoin de faire les choses avec de la progression, peut-être que tu le travailles un peu plus, après tu vas faire une liberté, une petite rampenne, Un paddock plus petit. et après un peu plus haut, et après à côté un autre cheval, et se s'entendent bien ensemble, de faire derrière, quand tu as une période de repos, tu ne peux pas faire les choses comme ça, comme il faut, tu as besoin de faire doucement, mais c'est sûr que si tu demandes à un cheval s'il est plus content de passer toute la journée dans les box et d'être travaillé avec la reine Allemagne, de faire un peu les deux et d'essayer d'aller au paré avec des amis, il est plus content. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Entièrement, et c'est vrai que la mise au paddock, c'est quand même un risque de traumatologie parfois très grave. Et donc il y a toute une habituation à faire du cheval. Il n'est pas question de pouvoir laisser un cheval comme ça du jour au lendemain, mais être mis au paddock avec des copains qui voient au loin et là où l'accident arrive certainement. Et il y a une énorme responsabilité du cavalier vis-à-vis de ça. Alors, Luca, vous avez parlé aussi de déferrer derrière. Vous faites partie de ces cavaliers qui avaient des chevaux de concours, qui parfois sont déferrés. Quand vous montez sur le sable, alors, à la boule, ils sont ferrés? Oui. Parce qu'on a des crampons. Ouais. C'est ça. Mais quand vous êtes sur le sable, vous n'hésitez pas parfois à déferrer. Alors, la première fois, pourquoi je sais que les chevaux jouent beaucoup quand il est ensemble. Et alors, quand il est déferré, c'est beaucoup moins les risques, d'abord. Et la deuxième chose, c'est que, ferrer un cheval, c'est très important pour protéger les pieds, mais il a aussi des problèmes, le fer. Il est toujours à la même place, le pied ne peut pas bouger, ne peut pas monter quand il tourne, et il ne peut pas avoir une bonne circulation. Et aussi, les pieds, quand il est ferré, il va être protégé, mais il va aussi être en qualité moins bien. Alors, si tu peux, dans la saison, alterner un peu la prestation et donner des périodes de repos, tu peux aussi laisser les chevaux déferrés, peut-être avec des protections si tu vas sur le guillot, comme ça, et d'avoir un pied qui a la possibilité de rester un peu plus fort et naturel. Comme tous les chevaux à 3 ans, il a des pieds très forts. Et après, à 8-9 ans, quand il perd en fer, le pied est très sensible. Il a besoin plus et plus de choses, de fer et après autres protections, tout ça. Pourquoi le pied, il va être très très sensible. Pourquoi aussi dans le sport, tu vas donner beaucoup de pression. Et alors c'est très important aussi de faire que le pied va être encore fort dans la saison. Alors, on a parlé du mental, on parle justement de ferrure et ça tombe bien puisque nous sommes allés voir un maréchal ferrant qui a son idée sur la question. Eh bien, pas de pied, pas de cheval, on le sait, mais on ne fait pas n'importe comment et ça, on ne le sait pas toujours. Regardez. On ne dit pas par hasard pas de pied, pas de cheval. Denis Leveillard enseigne et conseille en maréchalerie. Loin d'être majoritaire, son approche part du postulat que chaque cheval est différent et que c'est également le cas pour leurs pieds. Évident, direz-vous? Eh bien, détrompez-vous. Il y a des idées reçues qui sont des principes qu'on retrouve notamment dans les cultures britanniques ou anglo-saxonnes, qui sont de tailler la corne perpendiculaire au canon du cheval. Mais si, je vous disais, si le canon n'est pas perpendiculaire au sol, ça ne peut pas convenir au cheval et ça va imposer des contraintes articulaires. Et puis il y a aussi cette idée reçue qui est d'essayer de ferrer le cheval en le rapprochant de l'idéal. C'est-à-dire qu'on va plus ferrer le cheval sur son aspect que sur sa physiologie, en fait. Et ça, ça peut à terme être grave et provoquer de l'inconfort. Et souvent, d'ailleurs, quand un cheval passe d'un parage approximatif à un parage qui lui convient, eh ben, il va améliorer ses performances parce qu'il va être mieux sur ses pieds, il va plus craindre de prendre des appuis et donc la performance va s'en ressentir. Je regarde la conformation du cheval et je vais regarder s'il a tendance à forcer d'un côté ou l'autre de son pied et surtout comment il est conformé. C'est-à-dire qu'un cheval qui n'a pas le membre perpendiculaire au sol ne doit pas avoir la surface d'appui du sabot perpendiculaire au membre. À ce moment-là, comme le sabot, lui, de toute façon, va se poser à plat sur le sol, eh bien, s'il n'est pas dans l'alignement du membre, on va créer des contraintes. Voilà, vérifiez donc bien chez vous que vos chevaux ont trouvé fer à leurs pieds et peut-être que leurs performances en concours s'en ressentiront.
Alors en faire, oui, ou parfois non, mais en tout cas pas n'importe comment. Richard, on a entendu Luca qui disait que parfois il fallait laisser le pied libre justement pour qu'il soit plus fort. L'avis du veto sur cette question, parce que vous êtes très proche des maréchaux. Oui, nous sommes très très proches des maréchaux, puisque en fonction des pathologies, on va leur donner des consignes de ferrage, de parage ou de fer dit asymétrique. Alors effectivement, on peut imaginer que le pied du cheval ait du mal à supporter une ferrure répétée. Il est certain que le parage et la ferrure répétée, on va affaiblir un petit peu le pied, mais on l'affaiblit pour le protéger. Si on prend l'exemple par exemple du trot, on sait qu'aujourd'hui, une course déferrée, c'est une usure de pied qui correspond à 1 mois de pouce. Donc on défère pour gagner en légèreté, pour gagner en vitesse, en séquence de foulée, mais on va user le pied à peu près de presque 1 cm. Pas tout à fait, mais presque 1 cm. Ce qui est énorme. Ouais. Et on a des pathologies chez le trotteur qui sont, on va dire, dues à ce déferrage parfois trop rapproché. Mais les chevaux qui courent déferrés sont referrés immédiatement. Alors ensuite, si ça veut dire qu'on enlève juste pour la course et on referre tout de suite derrière? Tout à fait. Ouais. Il n'est pas question d'entraîner un cheval les pieds déferrés en permanence. Et vous, Luca, vous entraînez vos chevaux déferrés aussi? J'ai essayé avec des jeunes chevaux. Je n'ai jamais ferré avant les 7 ans. Après, quand j'ai fait les concours en herbe, j'ai besoin de ferrer. Je crois que le problème, c'est que les trotteurs, ils travaillent beaucoup avec des pistes très dures et très abrasives. Et nous, on fait des choses totalement différentes. Nous ne travaillons pas assez le physique, nous travaillons beaucoup la technique dans les sauts d'obstacles, beaucoup plus que le physique. Et aussi, nous avons des terrains parfaits. Nous avons des sables magnifiques, des terrains en herbe très élastiques. Alors, je ne peux pas faire une vraie comparaison? Une vraie comparaison avec les trottes. Et après, je suis totalement d'accord que les chevaux ont besoin d'être protégés quand il a besoin d'être protégé. Et quand il a des périodes de la saison qu'il n'a pas trop besoin de travailler, il a besoin aussi de retrouver un peu la naturalité. Et tu peux aussi protéger les pieds avec des chaussures, des choses. Des chaussures? Des chaussures. Ouais. Et pour laisser que les pieds deviennent plus grands, tout ça. Et donner aussi la possibilité à les pieds d'avoir une élasticité et une consistance plus forte quand tu vas remettre les fers après, par mon expérience. Richard? Non, je pense que c'est quelque chose de complètement envisageable, mais voilà, il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Et il est certain que les sols qu'on utilise en chevaux de sport n'ont rien à voir avec les pistes de trot, comme vous le disiez. Il n'y a pas une telle abrasion. Maintenant, on a des pathologies qui vont être compliquées à gérer sans un fer. Lesquelles, par exemple? Par exemple, des problèmes de ligaments de suspenseurs, toutes les pathologies asymétriques, ça va être difficile. Il y a aussi des pathologies articulaires. Avec le fer, on arrive quand même à avoir des effets de roulement, de rolling, peut-être plus importants que si on est obligé de parer le pied du cheval avec cet effet rolling. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive aussi bien. Mais voilà, tout dépend de l'état du cheval, de sa pathologie ou non, et des possibilités de sol non abrasif. Bon alors, on a évoqué certains sujets, on pourrait en parler encore de beaucoup d'autres, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses à améliorer et si oui, lesquelles? Et là, je vous parle du sport de haut niveau, mais aussi du sport pour les amateurs, pour les gens qui vont nous regarder. À quoi il faut vraiment faire attention aujourd'hui? Luca? Pour moi, j'ai un rôle dans la tête, que c'est que le cheval, quand il ne fait pas quelque chose, c'est pourquoi il ne comprend pas, ou pourquoi il a des stress, ou pourquoi il a mal. Et c'est très important d'essayer de ne jamais forcer un cheval à faire des choses, mais d'être plus capable d'expliquer mieux ou de trouver une solution quand le cheval a des stress. Et je crois que spécialement ça, c'est une chose un peu que pas tout le monde connaît. Pourquoi dans les sports traditionnels que je fais quand je suis jeune, personne ne parle. Comme tu peux aider un cheval à être pas stressé. Tout le monde m'a aidé à dire quand c'est quelque chose qui stresse un cheval, tu lèves le stress. Il n'a pas expliqué à moi que quand c'est quelque chose qui stresse un cheval, tu peux
aider les chevaux à être relâchés, calmes, et de faire de la endorphine et de comprendre comme il peut utiliser son attitude pour avoir pas de stress quand quelque chose il stresse, il fait pas haut. Et je crois que ça, elle peut être un peu plus améliorée, un peu plus... Donc c'est plus dans la formation des gens, pour aux jeunes d'ailleurs qui nous regardent, il faut leur expliquer vraiment les choses par rapport à ça. Oui, je crois que ça c'est une chose que aussi le cavalier haut niveau, il a besoin de voir des fois et d'être un peu plus ouvert dans la tête, pourquoi c'est une chose que les chevaux aiment bien. Donc pas toujours être au travail et parfois plus comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête. Oui, beaucoup, je crois. Richard, le sport, alors qu'il soit de haut niveau ou le sport amateur, peut donc être compatible complètement avec le bien-être du cheval. C'est compatible si on prend en charge la santé du cheval. C'est fondamental. Et je pense que là, il y a encore, on va dire, des progrès à faire dans la médicalisation, entre guillemets, du cheval, de sport de loisir. Hein. Et effectivement, comme le disait Luca, le cheval stressé ne peut pas donner ce qu'il devrait vous donner. Donc il y a ensuite le problème de la contrainte de ce cheval qui peut être proche de la maltraitance. Donc il est certain que... Sans qu'on le sache finalement, mais on peut maltraiter. Sans qu'on la comprenne en tout cas, hein, qu'on comprenne que le cheval ne veuille pas faire ce qu'on a envie de lui faire faire. Donc c'est souvent un problème de santé, de locomotion, et puis ça peut être aussi un problème de stress effectivement, de mental. Et donc quand on a ces complications avec son cheval, il ne faut pas essayer de le contraindre, il faut essayer au contraire de réfléchir et d'analyser ce qui se passe. Et le vétérinaire ou une autre personne ou un coach peut être là pour effectivement délier le nœud. Bien dans son corps et donc bien dans sa tête. Ouais. C'est ça. Un esprit sain dans un corps sain, ça marche pour vous et ça marche évidemment pour vos chevaux. Merci beaucoup, messieurs, de cette discussion. Merci, Luca. Merci à vous. Bon courage pour les épreuves qui restent à venir. Merci. Richard, bon travail, parce que c'est pas fini pour vous non plus. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez envie de réagir sur ce thème, et je suis sûr que vous allez le faire, rendez-vous sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter ou même le mail de l'émission. Ça s'affiche en bas de votre écran et on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème dans Des chevaux et des hommes. À bientôt. Ciao à tous.